Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, nous allons continuer la série, débutée la semaine dernière, sur le leadership transformationnel. Ce leadership possède 4 dimensions: influence idéalisée, motivation inspirante, stimulation intellectuelle, considération individualisée. Je vais faire un chapitre par dimension, et donc cette semaine, influence idéalisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Influence idéalisée, c'est une composante clé, parce que c'est la composante qui modélise le mieux ce qu'on appelle les processus d'influence sociale du leader vis-à-vis de son équipe, de ses collègues et de sa hiérarchie. On peut d'ailleurs définir le leadership comme un processus d'influence sociale. Et donc, l'influence idéalisée, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qui se manifeste quand les leaders servent de modèle, inspirent confiance, inspirent respect, voire inspirent admiration. Souvent, ces leaders incarnent leurs valeurs, celles de leur organisation, et leur comportement est exemplaire et donc motive les autres à les suivre. L'influence idéalisée, c'est ce qui fait que une personne va chercher à suivre le ou la leader. Alors, pour illustrer, je donnerai chaque fois quelques exemples de personnages célèbres qui, à mon avis, incarnent le mieux cette dimension. Pour les influences idéalisées, le premier, Nelson Mandela. Alors, Mandela est souvent cité comme un exemple. Pourquoi ? Parce que son engagement a toujours été fort vis-à-vis de la justice et de l'égalité, mais il y a une espèce aussi de, je ne vais pas dire de neutralité, mais c'était pas un excité. C'est quelqu'un qui est resté en prison, c'est quelqu'un qui, quand il est sorti de prison, aurait été tout à fait justifié de prendre une voie beaucoup plus violente, comme certains de ses camarades l'ont fait d'ailleurs, dont Jacob Zuma, mais lui a décidé de rester sur une voie pacifique, sur une voie de la considération, sur une voie du respect. Et donc c'est ce qui fait que, pour des millions de personnes à travers le monde, Mandela est un exemple de personne qui a eu une influence idéalisée sur son entourage, grâce en particulier à sa manière d'être et à sa manière de prendre les problèmes. Deuxième personnage célèbre, Galadriel. Alors oui, vous me connaissez, j'adore le Seigneur des Anneaux. Galadriel, donc, une des 3 porteuse des anneaux elfiques. Pourquoi ? Parce que elle fait figure de sagesse, de pouvoir. Elle a une grosse influence sur tous les gens autour d'elle, que ça soit d'ailleurs même son époux, mais que ça soit même des gens relativement puissants, comme Gandalf. Donc on voit que l'influence idéalisée peut aussi influer sur des personnes de notre niveau, pas forcément des collaborateurs ou des collaboratrices, mais aussi des collègues, voire même peut-être notre hiérarchie. Elle inspire confiance, elle inspire admiration, parce qu'elle a une présence majestueuse, c'est elle qui incarne peut-être le mieux le caractère charismatique ou de la leader qui possède une influence idéalisée. Et puis elle a un engagement absolument sans faille dans la lutte contre le mal, mais elle a des moments de faiblesse qu'elle reconnaît. Vous vous souvenez de la scène avec Frodon autour de la fontaine. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que cet exemple montre que l'influence idéalisée n'est pas idéalisée dans le sens de quelqu'un qui n'aurait pas de défaut. Au contraire, c'est quelqu'un qu'on va admirer parce qu'il ou elle a des défauts. Et que malgré ça, eh bien, on peut admirer la personne pour son travail, pour son comportement. Moi, par exemple, un de mes supérieurs hiérarchiques, qui a été mon mentor d'ailleurs, avait des défauts qui étaient tout à fait visibles. Et bien, malgré ça, par sa présence, sa manière d'être, sa manière de faire, eh bien, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Troisième exemple, Marie Curie. Parce que dans l'influence idéalisée, il y a aussi la persévérance, le dévouement à la science. Elle a surmonté beaucoup d'obstacles au cours de sa vie, et en particulier la maladie vers la fin de sa vie. Donc voilà 3 exemples de personnages célèbres qui, pour moi, incarnent le mieux l'influence idéalisée: Nelson Mandela, Galadriel et Marie Curie. Alors,
Très bien, vous êtes convaincu maintenant. Que faire? Comment faire pour mettre en pratique, mettre en place cette influence idéalisée? 3 choses. Développer une vision claire et inspirante, agir avec intégrité, encourager et reconnaître les efforts. On va les prendre chacun dans l'ordre. Alors, développer une vision claire et inspirante ou une direction claire et inspirante. Vous savez, ma résistance vis-à-vis de la vision, dans des mondes aussi changeants qu'aujourd'hui, avoir une vision, c'est-à-dire une image fixe du futur, n'est pas nécessairement une bonne chose. Mais dans tout ce que je vais dire, vision et direction sont... Enfin, c'est pas synonyme, mais vous voyez ce que je veux dire. Si je vous dis vision, vous pensez direction, ça veut dire une direction dans laquelle je vais entraîner mon organisation pour un certain temps. Cette direction pouvant changer. Alors, comment développer une vision claire et inspirante? Première chose, une analyse approfondie, et moi je vous conseille de faire un SWOT. Un SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, la matrice à 4 dimensions. Vous trouvez ça sur Internet, vous trouvez ça, ChatGPT vous donnera tout plein d'exemples. Faites une analyse SWOT de votre organisation, votre équipe, votre entreprise, et déterminer forces, faiblesses, opportunités et menaces. Ça permet de comprendre bien les besoins de l'organisation, voire peut-être même les aspirations de vos équipes ou de votre équipe, puisque vous les connaissez bien. Ensuite, une fois que vous avez fait votre analyse, consultez les parties prenantes. C'est une étape fondamentale. Vous devez impliquer les personnes. Vous ne pouvez pas avoir une vision seule dans votre tour d'ivoire. Même si vous l'avez, vous aurez de la peine à la communiquer parce que les gens n'auront pas adhéré, pas simplement, ils n'ont pas participé à l'élaboration de la direction, de la vision. Donc, consultez les parties prenantes, faites ateliers, groupes de discussion, enfin, vous avez des moyens que vous avez. Et ensuite, vous allez formuler votre vision ou votre direction. Donc là, vous allez rédiger, même peut-être dans un petit groupe, une déclaration de direction concise, inspirante, alignée avec la valeur de l'organisation, vraiment quelque chose qui peut mobiliser, on dira les gens dans vos équipes. Et puis ensuite, une fois que vous l'avez, alors vous allez l'incarner évidemment, mais vous allez aussi la communiquer. Chaque fois qu'il y a un problème, une difficulté, c'est l'opportunité de recommuniquer ou de communiquer cette vision et cette direction. Et puis enfin, si vous pouvez fixer des objectifs individuels ou des objectifs d'équipe, alignez ces objectifs avec votre vision ou direction. Ça, c'est le premier outil. Deuxième outil, action avec intégrité. Donc, agir avec intégrité, qu'est-ce que ça veut dire? Respectez vos engagements. Faites peu de promesses, mais les promesses que vous faites, tenez-les. Faites ce que vous dites ce que vous faites. C'est très important que les gens aient que vous montrez de la prévisibilité vis-à-vis de vos équipes. Parce que plus vous êtes prévisible, plus on peut vous suivre. Plus vous êtes imprévisible, plus vous êtes difficile à suivre. Soyez transparent dans vos décisions et vos actions, et en particulier au niveau de vos intentions. L'intention permet de valider pourquoi, et donc les raisons qui font qu'on a fait quelque chose, et donc c'est une bonne mesure de l'intégrité personnelle. On sait que vous faites ça pour l'équipe plutôt que pour votre propre ego, par exemple. Et enfin, agir avec intégrité, agir avec éthique. Alors c'est un chapitre, on pourrait ouvrir quelques épisodes de podcast là-dessus, d'ailleurs ce qu'il faudra que je fasse une fois, mais c'est un sujet qui est un peu poilu, un peu difficile, donc je ne m'y suis pas encore mis. Mais adopter des pratiques éthiques dans vos interactions, ça veut dire respecter les normes et les valeurs de l'organisation, à peu de choses près, en général ça suffit. Mais on en reparlera de l'éthique. Donc voilà pour agir avec intégrité. Et enfin, encourager et reconnaître les efforts. Vous voyez que montrer aux personnes qu'elles vont dans la bonne direction permet de générer de l'adhésion à votre direction, à votre vision. Donc faites du feedback régulier, un feedback positif régulier. Pour l'instant, on va parler que de feedback positif. Encourager, reconnaître les efforts, reconnaître les succès, voire même les échecs et l'effort. Il y a des gens qui reconnaissent que des succès, mais vous savez que certaines fois, vos équipes, vos collaborateurs, collaboratrices fournissent beaucoup d'efforts pour un résultat qui est somme toute pas très bon. Eh bien, reconnaissez les efforts, reconnaissez que c'est difficile, que peut-être vous n'avez pas donné les bons outils ou les bonnes directions. Et reconnaissez aussi même les tout petits progrès, en particulier pour les personnes en difficulté. Encourager et reconnaître les efforts, ça veut aussi dire récompense et célébration. Mettez en place des systèmes de récompense, ça peut être des systèmes de petits projets, de délégations, mais aussi peut-être de bons pour des repas ou pour des leçons de grimpe ou que sais-je. Vous avez normalement, vous devriez avoir un petit budget pour ça dans vos équipes. Organisez des célébrations, par exemple avec la grille de célébration que vous trouverez dans toutes les pratiques de management 3.0.
pour marquer des succès. Donc, renforcer l'esprit d'équipe, c'est aussi donner ce feedback régulier chaque fois que c'est nécessaire. Et enfin, fournissez du mentorat et du soutien à vos collaborateurs, aidez-les à développer leurs compétences, mais aussi à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. Personnels aussi. Si vous pouvez aider une personne qui dit « Écoute, c'est pas dans mon job, mais pour ma carrière, j'ai 28 ans, j'aimerais pouvoir développer ma capacité de présentation parce que j'ai envie de m'engager dans 3 ans au CICR, dans, je sais pas moi, la récolte de dons, je viens d'inventer le truc sur le moment, eh bien, si vous aidez cette personne-là à développer ses compétences, ce sera bon pour l'entreprise aussi, parce que des compétences de présentation, c'est toujours bon, mais vous allez aussi aider la personne à se développer personnellement, et ça, les gens vont vous le rendre. C'est le fameux donnant-donnant de la théorie de l'échange social. Donc, voilà les 3 outils: développer une vision claire et inspirante, ou une direction claire et inspirante, agir avec intégrité, et encourager à reconnaître les efforts. C'est pas très compliqué à faire. Vous voyez que ces choses-là, alors oui, ça demande du temps, un petit peu d'énergie, mais c'est pas très très compliqué à mettre en place. Enfin, dernier chapitre pour chacune de ces dimensions, quelles sont les limites de cette dimension ? Dans quoi est-ce qu'on pourrait tomber ? À quoi faut-il faire attention ? Première chose, le risque de burn-out, que ce soit pour vous ou pour les autres, puisque vous voyez qu'on se fixe quand même des attentes qui peuvent être élevées ou peut-être perçues comme étant élevées, et donc l'engagement total que nous ne demandons pas, mais certaines personnes pourraient penser que vous demandez un engagement total. Et donc ça, évidemment, c'est une catastrophe, puisque ça peut mener assez facilement à un épuisement professionnel. Donc, pour pallier à ce risque de burn-out, pas de demande d'engagement total. Demandez un engagement raisonnable, ou en tout cas total sur des petites périodes. Un jour, peut-être une semaine, mais pas sur 6 mois à la suite. Ça, c'est le premier risque. Deuxième risque aux limites, les dérives. On en a parlé lors du dernier épisode. Il existe ce risque de ce que j'avais appelé la christisation du leader ou de la leader, où une admiration excessive, qu'on va appeler une adulation, peut mener à un engagement aveugle et à des comportements éthiques douteux, voire franchement illégaux. Ça veut dire que le leader ou la leader va incarner toutes les valeurs de la société. Et donc, si le leader dit A, la personne fera A, peu importe si finalement A pourrait être légal ou éthique. Et ça ira même pire que ça va même donner des conséquences pires que celles-ci, puisque vous allez peut-être demander à quelqu'un d'obtenir un contrat ou de travailler à l'obtention d'une vente ou que sais-je, et la personne pourrait développer des comportements éthiques ou illégaux, enfin non éthiques ou illégaux, par exemple en soudoyant la personne pour qu'elle accepte le contrat. Et quand vous la confronterez, elle dira « Mais c'est ce que tu m'as demandé, Vincent, tu m'as demandé d'obtenir le contrat. » Et pour vous, cet engagement était un engagement dans les limites de la légalité et de l'éthique, alors que pour cette personne-là, qui vous adule, qui fait plus que vous admirez, eh bien, peu importe, il fallait vous satisfaire. Donc, une des dérives de cette dimension d'influence idéalisée, c'est de pousser l'idéalisation beaucoup trop loin. Et donc, c'est à nous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est à nous de mettre une limite à notre propre idéalisation. Pas facile. Il faut un certain recul pour savoir qui on est. Enfin, dernière limite pratique de cette dimension de l'influence idéalisée, c'est la confusion entre le service au leader et le travail pour l'organisation. Vous avez des gens qui vont peut-être penser qu'ils travaillent que pour vous, qui ne travaillent plus pour l'organisation. Et ce qui évidemment est incorrect, puisque la loyauté est due avant tout à la personne morale. C'est avec la personne morale que vous avez signé le contrat. Alors, certes, cette personne morale est représentée par une personne physique, souvent le supérieur hiérarchique, mais pas forcément. Et donc, attention, encore une fois, ne devenez pas un gourou, c'est le risque de l'influence idéalisée, mais restez un leader ou une leader que l'on peut admirer, que l'on peut respecter, mais pas quelqu'un que l'on va aduler aveuglément. Voilà, vous voyez que cette dimension d'influence idéalisée comporte des outils et des pratiques qui ne sont pas compliqués, mais avec des dérives potentiellement dommageables, donc nous devons absolument y être attentifs. La semaine prochaine, nous parlerons de motivation inspirante. À la semaine prochaine. Ciao.